Donc on va démarrer. Je vous dis bonjour. Je m'appelle Stéphane Mauduit. Je m'occupe chez Signavio de tout ce qui est process mining en Europe du Sud, France, Espagne, Italie. Et Signavio, on est un éditeur d'une plateforme logicielle dans le cloud qui en fait s'intéresse au processus, à la description, à la compréhension, l'analyse et évidemment l'optimisation des processus. Donc sur deux axes, la recherche de performance. Et ça va être essentiellement cet axe-là qu'on va évoquer aujourd'hui sur la question du RPA. Et le deuxième axe qui est la conformité plutôt. Donc en fait, pourquoi il y a un lien, c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui, pourquoi on veut vous parler du lien entre les processus et le RPA, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de clients, j'ai eu beaucoup de conversations avec des clients qui m'ont dit bon, on entend parler de RPA, de robotisation, c'est très intéressant. On pense qu'il va y avoir du retour sur investissement. On va gagner des sous, on va mettre en place un robot qui travaille 24/7, qui se plaint jamais, qui n'est pas malade. Vous connaissez l'histoire, qui va travailler 24/7. Et donc, mais bon, avant d'y aller sur des échelles importantes, on veut quand même tester le concept, regarder le ROI, on y va pas à pas. Donc, on va faire un pilote sur un endroit. Et puis, comme on va calculer le ROI qu'on trouve là-dessus, bah à ce moment-là, on aura peut-être plus de budget, on va augmenter l'investissement. Et ce qu'on a pu constater, malheureusement, c'est que cette démarche-là, elle va se faire sur une personne, je ne sais pas, qui va se retrouver à la compta, par exemple, qui va dire moi, je serais un bon candidat parce que peut-être qu'une fois tous les trimestres, j'ai des données récupérées dans un système que je recopie dans un Excel, que je dois renvoyer ailleurs. Je perds du temps. Donc ça, c'est bien automatisé. Donc on se jette là-dessus. On va mettre un robot pour une personne, deux personnes. On va économiser peut-être 2-3 heures de temps. Et puis à la fin, le projet n'est pas rentable puisqu'on met des semaines ou des mois à mettre ça en place. On va paramétrer son robot. Quand il plante, on va devoir comprendre les routes causes, reparamétrer, etc. Et on arrive à une situation où, au final, ce qu'on a voulu démontrer comme ROI, on ne l'a pas. Et cette démarche-là, malheureusement, on l'a vu pas mal. Et pratiquement à chaque coup, beaucoup de difficultés d'avoir du ROI. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un patron de l'excellence opérationnelle, de la transformation d'un labo pharma qui est à Paris, et qui m'a parlé d'un projet comme ça qu'ils ont lancé sur du RPA. Pareil, pilote. Je crois qu'ils étaient à plus d'un an de projet pour mettre en place le robot. Puis quand ils ont commencé à le mettre dans différents pays, le robot s'arrête parce que aux États-Unis, par exemple, il n'y a plus les mêmes zip codes, il y a des numéros de TVA, enfin des codes TVA qui changent, il y a beaucoup de choses qui changent, donc il faut reparamétrer, etc. Et le robot, je vais poser la question, à la fin, le robot, il travaille 15 minutes par jour. Donc on voit bien que la 16e minute, le robot, il reste les bras ballants. Il devait travailler 24/7 et puis finalement, il ne le fait pas. Et puis on ne sait pas forcément quoi lui faire faire. Et puis on n'a peut-être plus trop de budget. Si le premier pilote n'a pas été aussi rentable que ce qu'on avait imaginé au départ, l'approche, elle n'est pas terrible. Donc, par rapport à ça, ce qu'on propose, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on se dit, attendons, regardons un processus de manière globale, partons du processus. Parce que déjà, une entreprise, elle repose sur des processus. Elle va pas, on ne va pas se jeter sur l'arrivée, en fait, qui est, on prend un candidat à l'automatisation par des discussions dans les couloirs ou des impressions de gens, mais on va partir d'un processus, on va chercher au maximum à partir de données factuelles pour trouver en premier lieu, dans un process complet, les candidats pertinents à l'automatisation. C'est-à-dire que dès le départ, on va se dire, j'évalue mon retour sur investissement au départ. Et pas, je lance, je regarde si c'est rentable, si ça l'est, je continue, et puis patatras, mince, ça ne l'est pas. C'est dès le départ, on se dit, je ne vais que là où c'est rentable. D'où l'idée de se dire, partons de la compréhension d'un processus end-to-end, et regardons les critères de volume, de variabilité, tous les critères qui me paraissent pertinents pour l'automatisation, la mise en place d'un RPA. Et à ce moment-là, nous, notre plateforme, c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire cette présélection. Et à ce moment-là, on passe la main au RPA pour dire, cette liste-là, on va plutôt passer la main au métier qui va nous dire, vous nous avez fait une pré-liste,
ok, le 1, il a l'air intéressant, mais dans la vraie vie, il n'est pas automatisable. Regardons plutôt le 2, le 3, etc. Donc il va falloir une collaboration entre une expertise métier, évidemment, et de l'automatisation qu'on va pouvoir amener. Et donc, l'approche processus, elle permet au projet RPA d'avoir une vision stratégique très tôt et une vision ROI, quoi, une vision bénéfice et retour sur investissement des investissements. Donc, en 2 mots, Signavio, nous, notre domaine dès le départ, c'est le processus. Cette illustration, c'est simplement pour dire qu'un processus, il passe généralement à travers un certain nombre de services, de départements. Alors moi, je suis dans un processus vente, par exemple. Eh bien, le processus, on va dire, de suivi client, il démarre par le marketing qui va générer des conversations avec des prospects potentiels. Si ça se passe bien, ça arrive. Le contact arrive aux ventes, et puis si ça se passe bien, le prospect passe client, il arrive à la compta, au support, etc. Ça peut passer par le manufacturing, supply chain, enfin, un processus complet quand on va le regarder de bout en bout. Non seulement il passe à travers un certain nombre de services, mais aussi il va être supporté par des systèmes d'information qui potentiellement ne se connaissent pas, qu'on va aller rattacher par des bouts de ficelle, parfois s'intègrent bien, parfois moins bien, etc. Et le rôle de l'IT, ça va être de supporter tout ça de manière la plus sans couture possible. Donc, ce qu'on veut amener, nous, c'est cette abstraction d'organisation et de processus, parce qu'un client vis-à-vis d'une entreprise, il veut une relation de bout en bout. Il n'a pas besoin de savoir comment est organisée l'entreprise, et encore moins quels sont les systèmes d'information X ou Y de l'entreprise. Il veut que quand il a discuté avec quelqu'un dans l'entreprise, que la trace soit persistante tout au long de ses relations avec l'entreprise. Donc l'idée, c'est de partir vraiment de cette couche processus et de se dire, voilà, on donne cet outil, on essaye de le comprendre de bout en bout et de l'optimiser en partant du processus. Parce que parfois, quelque chose que je fais côté vente peut avoir un impact très loin derrière dans le processus. Par exemple sur la facturation, par exemple sur la production du service ou du bien que j'ai vendu. Et ce n'est pas au moment où on a un problème qu'il va falloir le régler, parfois c'est très en amont. Et c'est que cette vision continue en fait, de toute la chaîne qui va me permettre de dire, typiquement on a un client dans le monde industriel avec qui on a travaillé sur tout le long du processus achat. On a commencé à discuter avec la comptabilité qui nous a dit on se fait taper dessus parce qu'on paye régulièrement les fournisseurs en retard. Si vous connaissez la loi Sapin 2, si vous payez trop souvent vos fournisseurs en retard, vous pouvez avoir des amendes par la DGCCRF et ça peut faire assez mal. Et donc, naturellement, dans l'entreprise, on va taper sur la compta. On dit c'est de ta faute, tu payes les factures en retard. Sauf que en fait, les retards, ils arrivent très en amont. Ils peuvent être aussi de la faute du fournisseur qui envoie en retard ses factures. Enfin, il peut y avoir plein d'éléments tout le long du processus. Donc, c'est ce qui permet en fait de comprendre les interactions entre les différents départements et les conséquences qu'il peut y avoir à un certain moment d'une action qui peut arriver beaucoup plus tard. Le premier rôle qu'on a chez Signavio, c'est de se dire, si on regarde une entreprise, la pyramide que n'importe quelle entreprise dans laquelle on se retrouve, dans n'importe quelle entreprise, on a une vision théorique d'un process qui est, voilà, on a défini nos règles. Pour passer une commande, par exemple, il faut demande d'achat, validation, etc. Donc j'ai des étapes que j'ai décrites avec des informations, des métadonnées sur les étapes, etc. Bon, j'ai décrit mon processus, j'ai l'IT qui va essayer de supporter tout ça, comme on l'a dit, et puis j'ai la réalité du process. C'est pas parce que j'ai décrit mon processus étape 1, 2, 3, 4 que les gens vont suivre 1, 2, 3, 4. On sait comment ça se passe sur le terrain. On va voir, les gens sont très créatifs. On peut, par exemple, passer une commande et se dire, oh mince, j'ai pas fait ma demande d'achat, je vais régulariser a posteriori. Ou alors, le système était mal verrouillé. Au lieu de passer sur une étape de validation, j'ai passé directement la commande. Et l'étape de validation est passée à l'as. Double paiement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Dans le order to cash, c'est pareil. Je prends 2 fois la commande, je l'envoie 2 fois à l'usine. Enfin, on voit beaucoup de choses qui se passent. Donc, comme je vous disais au départ, notre axe, c'est de se dire on va chercher de l'optimisation de performance ou de conformité. Eh bien, plus il y a de variabilité, plus vous allez voir des écarts de performance, forcément, à l'intérieur de l'entreprise. Nous, notre rôle, ça va être de donner les outils qui permettent de réduire les écarts de performance et évidemment d'aligner tout le monde vers les plus performants, tout en gardant la conformité. On peut être très performant, mais mettre son entreprise à risque. À ce moment-là, bon,
va peut-être essayer de serrer un petit peu les boulons. Donc voilà l'approche. Le bas de la pyramide ici, c'est ce qu'on appelle le process mining. Donc je viens assez plus directement au sujet. Le process mining, lui, donc j'ai ma partie théorique. Le process mining, il va chercher les données dans les systèmes d'information et il vous dit, dans un ERP par exemple, dès qu'on fait une action, j'ai une date, une heure précise, je sais qui l'a fait, j'ai au moins le rôle, on n'est pas obligé de donner le nom de la personne, c'est pas très important. Je sais qui fait quoi à quel moment, donc du coup je peux reconstruire exactement le chemin qui a été emprunté. Celui qui a été performant, je me dis, j'aimerais bien savoir quel chemin il prend. Dans les ventes, c'est très intéressant de savoir quel chemin il a pris. Et à chaque fois qu'il y a une action qui est faite par un humain, elle est tracée, et nous, on reconstruit un processus. Et ça, la beauté du système, c'est qu'il va faire abstraction des différents systèmes, justement. On peut passer d'un CRM à un ERP, à des outils de support, etc. Comme on rejoint tout ça sous l'angle d'un business process qui lui, peut être complètement fluide, qui va traverser tout ça, au fond, je peux me dire, tiens, j'ai mes critères d'automatisation dont on parlait au début. Qu'est-ce que c'est qu'un bon candidat à l'automatisation? Il faut qu'il y ait un minimum de volume. On parlait tout à l'heure d'un exemple à la compta, de recopier des fichiers une fois par trimestre. Bon, s'il y a 2 personnes qui sont concernées, je pense qu'on n'aura jamais la rentabilité suffisante. Même si la personne de la compta est très embêtée par ça, ce ne sera certainement pas le premier cas sur lequel on va devoir aller. Donc on va chercher du volume, on va chercher potentiellement de la variabilité, ou là, potentiellement, des erreurs humaines pourraient avoir un impact. Donc on définit ces critères. Et puis on va se dire, par rapport à ces critères-là, quelles sont les tâches qui remplissent mes critères d'automatisation? Et on part de ce concept-là pour se dire, à ce moment-là, je vais lancer mon projet de RPA. Je vais l'illustrer directement dans l'outil, c'est peut-être plus sympa, parce qu'en tant qu'éditeur de logiciel, on a un logiciel sur lequel on travaille. Il a la particularité, je ne sais pas si on le voit arriver, il a la particularité d'être très dédié au business. Donc on n'est pas sur des outils qui vont être pilotés par l'IT pour l'IT, par l'IT, mais qu'on va très vite donner dans les mains du business pour qu'il y ait essentiellement aussi une collaboration entre l'IT et le business. Donc là, j'ai démarré sur le portail de Signavio. Ce portail-là, il sert au tout départ, il sert essentiellement à dire, j'ai défini mes processus et je les mets à disposition de toute l'entreprise, au fond, de toute personne qui est concernée. Et donc, si par exemple, j'ai une demande d'achat à faire, on a configuré une page, tout ça évidemment est configurable, mais on a configuré une page d'entrée qui est ce qu'elle est. Là, on va dessiner les grands processus d'entreprise et puis je regarde le processus achat, comment je fais pour faire une demande d'achat. Et puis voilà, j'ai la description des différentes étapes, etc. Donc ça, c'est le référentiel, la source de données uniques. Très bien. C'est la partie haute de la pyramide qu'on a montré tout à l'heure. Ici, j'ai un exemple assez concret d'un client dans le monde des télécoms qui a déployé la fibre optique et qui est venu nous voir parce que au moment de ce déploiement de fibre, il y a eu pas mal d'incidents. Enfin, c'était pas hyper au point, donc il y a eu beaucoup d'appels au support, au service client. Et en fait, assez rapidement, ils se sont rendus compte que les clients n'étaient pas satisfaits. Alors, si vous connaissez le NPS, le Net Promoter Score, on était sur des NPS très mauvais. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que il fallait analyser ce qui se passait. Donc, alors j'ai été déconnecté, je vais me reconnecter. On voulait analyser ce qui se passait parce que NPS très mauvais et un coût de service client très élevé. Donc on s'est dit, envoyez-nous vos données, donnez-nous déjà en première approche votre process théorique, et puis on va analyser comment il fonctionne, et puis on va voir si on peut l'optimiser. Et alors si je parle de ça, c'est que je vous donne un petit peu la fin tout de suite, c'est qu'à l'arrivée, alors on a optimisé le processus, et à l'intérieur de cette optimisation, on a mis du RPA. Alors le RPA, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de l'optimisation d'un processus.
C'est souvent très utile, souvent très bien, mais parfois optimiser un processus, c'est simplement retirer une étape, rajouter une étape, regrouper, changer une organisation. Enfin, ça peut être très, très varié. Et ça peut être aussi la mise en place de RPA, donc le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui. Donc là, si on décrit en 2 mots ce process qui est très simple, hein, je reçois un appel au support, soit je résous tout de suite, c'est fini. Si je n'arrive pas à résoudre tout de suite, eh ben à ce moment-là, je fais un test du réseau, donc à distance. Si ça fonctionne, terminé. Donc j'ai 2 chemins là. Si ça ne fonctionne toujours pas, un 3e chemin, je fais un test du matériel à distance, coup-ci. Si ça fonctionne très bien, fini. Donc 4, 5 ou 6 chemins possibles. Et si ça ne fonctionne toujours pas à ce moment-là, eh bien j'envoie un technicien sur le terrain. Process assez simple, on le décrit, voilà, il y a 5 ou 6 chemins possibles d'exécution. Et on leur a dit, bah, numéro 2, donnez-nous... Alors à partir de ce moment-là, en fait, on a 2 approches possibles. Soit on va aller chercher les données dans les systèmes, on passe le process mining directement, et puis on voit ce qui se passe. On voit si, au fond, on est performant, on n'est pas performant, etc. Et après, on va remonter des données. Et ces données, je vais vous les mettre en surimpression, ici. Vous voyez, sur la droite, on a mis les critères qui nous intéressent. Donc, les durées de cycle, le risque d'erreur humaine, le risque d'erreur d'entrée de données, etc. et le volume de transactions. Donc ça, c'est ce qui a été défini avec le client comme étant les critères pertinents d'automatisation pour lancer du RPA, avant même de se poser la question de où est-ce qu'on va aller. Si on rajoute tous ces critères-là, on voit qu'il y en a un qui est pas mal ici. Je vois que lui, il coche toutes les cases qu'on a proposées. Celle-là est pas mal, celle-là aussi, mais lui, c'est celui qui coche le plus de cases. Celui qui performe net, donc c'est faire des tests de connexion à distance. Donc par rapport à ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher ce coup-ci avec le process mining la réalité de l'exécution. Et on a trouvé des choses évidemment très intéressantes. Alors, je vais me connecter sur la bonne plateforme. Où là, en fait, j'ai une plateforme qui est assez intéressante, c'est que ici, ça c'est un peu l'objectif qu'on veut avoir dans une entreprise, c'est de se dire, là on parlait d'un processus issue to resolution, donc le processus, voilà, j'ai un problème, j'appelle le support et puis je résous mon problème, mon incident. En fait, là on a mappé beaucoup plus de processus au sein de l'entreprise, un peu comme on montrait tout à l'heure. Donc là j'ai marketing, vente, comptabilité, etc., production. Et je mets sous surveillance mes processus. Donc là, on est dans une démarche de process mining pure, où on se dit, ben, j'ai défini en COMEX un certain nombre de critères de performance de mes processus, je les mets sous surveillance. Si je suis vert, ben, j'ouvre mon tableau le matin, je referme, je bois un café et je lis le journal. Si je suis rouge, je vais essayer de comprendre pourquoi. Et là, on voit, je retrouve mon process issue to resolution dont on a parlé. Donc là, je n'ai pas commencé encore vraiment à travailler sur le changement, les remèdes au processus. Je suis dans l'analyse. Je vois que je suis rouge par rapport à mes critères parce que j'ai défini... Alors, on a la capacité de définir ce qu'on appelle des Customer Journey Maps, donc le parcours client idéal. Là, c'est plutôt le marketing qui va dire un client... on pense qu'il considère comme acceptable 2 jours pour résoudre son incident. Au-delà de 2 jours, le client il peut partir et puis fin de l'histoire. Et je vois que mon temps moyen de résolution ici, donc là qui est issu du process mining, c'est 6 jours. Bon, je commence à comprendre pourquoi on n'est pas très bon. Et j'ai une première visibilité ici qui vient du process mining. Et là, si j'ouvre l'investigation, bon, on a défini notre Customer Journey Map et je vois ici que j'ai 10 minutes pour répondre à un incident et 2 jours en moyenne, on va dire, pour résoudre cet incident. Donc ce process qu'on a vu avant qui est repris. Là, la découverte des chemins réellement exécutés dans le process mining et surtout ici,
je vous passe les différentes analyses. Ce qui va nous intéresser, c'est à la fin la conclusion qui va nous apporter une solution de RPA. Il faut quand même coller au sujet. Elle arrive tard parce que je pense qu'elle doit arriver tard, la solution de RPA. On ne doit pas commencer par la solution avant de bien connaître le problème. Donc, il faut passer par cette phase d'analyse avant d'avoir la solution toute faite. Et parfois, la solution toute faite, le RPA, si par exemple une étape est mal gérée ou n'est pas nécessaire, ce n'est pas parce qu'on va la robotiser. Voilà, si une étape est mauvaise, eh ben, le robot il va faire 1000 fois quelque chose de mauvais. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va calquer sur le processus, donc en gris, le processus théorique, on calque les chemins réellement exécutés. Et qu'est-ce qui se passe? On les a regroupés par fréquence d'apparition de ces chemins. Donc on voit sur 8000 et quelques cas qu'on a rentrés dans le système, 1400 fois, j'ai fait cette étape-là, cette première étape. Ensuite, donc je reçois l'appel. Je fais quand même un test et puis je boucle. Pourquoi il le fait 2 fois? Bon, il faut investiguer. Ensuite, j'envoie quelqu'un sur le terrain qui lui-même, après, fait ce test de matériel usagé. Pas bon. J'aurais pu le faire directement à distance. Donc là, je commence à comprendre que envoyer quelqu'un sur le terrain trop tôt, ça me coûte cher. Ça prend plus de temps. Plus de temps, client pas content. Et puis, celui qui arrive sur le terrain, il n'a pas forcément les infos. Là, j'ai un premier indice de pourquoi ça me coûte cher, pourquoi c'est long et pourquoi le client n'est pas content. Parce qu'à la fin, on veut quand même des clients contents. La deuxième fréquence, elle est encore pire. Je reçois un appel, je connais le gars, le technicien, je l'envoie directement, je me débarrasse de l'appel, fin de l'histoire. Alors là, les 2 étapes, elles ont été passées allègrement et ça, on le voit, c'est très typique, ce genre de choses. Et alors là, c'est pire que tout, parce qu'en termes de coût pour l'entreprise, de délai, de mécontentement, on ne peut pas faire mieux, ou pire, on va dire. On voit aussi beaucoup, alors je ne sais pas si j'ai des exemples ici, peut-être par là, d'étapes qui apparaissent. Voilà, alors là, on boucle. On voit qu'on boucle beaucoup sur le network test. Et si vous vous souvenez, les critères de bons candidats à l'automatisation, lui, il était là. Et il se trouve que ça a été un bon candidat, justement, au RPA. Donc on commence à comprendre ici, dans ces premières analyses, que j'ai quelque chose qui me coûte cher et un processus qui n'est pas du tout respecté. Donc ce qu'on a fait là, alors je l'aime bien celui-là, ce que je fais généralement, c'est quand on commence une analyse, la première chose qu'on regarde, c'est le nombre de variantes réellement exécutées. Ici, c'est 246. Donc si on veut rajouter des analyses, en fait, on va aller les piocher ici, puis on va chercher des analyses où on a la possibilité aussi d'utiliser des langages si on veut aller plus loin. Si vous vous souvenez qu'on avait 5 ou 6 chemins possibles et pas d'autres d'exécution, eh bien, dans la réalité, on voit qu'il y en a 246. C'est-à-dire qu'il y a 246 exécutions différentes ou chemins d'exécution qui sont réellement empruntés par les gens du support au lieu de ces 5 ou 6. Donc je vous disais, il y a souvent des tâches fantômes qui apparaissent, qui n'ont pas été modélisées. Alors dans ces cas-là, il y a 2 solutions. C'est soit notre modèle au départ n'était pas parfait, on l'enrichit, on se dit « Ah mince, j'avais oublié, donc je rajoute mon étape ». Soit c'est vraiment une tâche pirate qui ne devrait pas exister. Et à ce moment-là, on essaye d'empêcher qu'elle existe. Et donc, avec ces informations-là, je vois que... Donc on a fait un certain nombre d'analyses, mais là, je ne sais pas quelle heure il est, mais on va aller à la conclusion, c'est que sur les critères que j'avais notés au départ de bons candidats à l'automatisation, je vois que finalement, c'est bien confirmé par le process mining et qu'ici, j'ai un très bon candidat. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé un robot ici sur le test connection qui nous a amené en fait à une situation avant-après. Donc la situation avant, vous l'avez vu, c'était le premier processus qu'on a modélisé. Et le après, le voilà. Donc là, on a mis en place des robots. Alors, c'est même pas que... vous voyez, on a pris tous ceux qui avaient au moins 3 critères valides qu'on avait définis au départ comme bons candidats à l'automatisation.
Donc avec mes critères de volume, de risque d'erreur, etc. Et vous voyez, alors si vous connaissez le BPMN, ici on représente l'exécution d'un processus. C'est de manière très simple, c'est chaque couloir là que vous voyez. On appelle ça une piscine et des couloirs. Pour les nageurs, ça devrait vous parler. Et chaque couloir de responsabilité, vous savez que c'est tel service qui s'en occupe, tel rôle. Et donc là, on a dévolu au RPA, en fait, ces 3 tâches. Donc, test réseau, test matériel à distance et la confirmation de la résolution en automatique. Plus besoin d'écrire un mail, cher monsieur, nous avons résolu, etc. Et du coup, on a optimisé tout ça. Alors, ce qui serait bien, ce qu'on n'a pas fait ici, et je pense que aujourd'hui on doit pouvoir le faire, c'est de repasser le process mining par rapport à ça et de voir les gains, parce que c'est ce qu'on fait généralement dans les projets, voir le gain avant-après. Alors, il y a une étape dont je ne vous ai pas parlé qui est cruciale, c'est, ok, vous allez me dire, mais on a vu sur le terrain que c'était peut-être une bonne idée de faire une robotisation, de remplacer par du RPA des tests à distance. Pourquoi pas, mais il en dit quoi le métier? C'est pas parce que la machine dit que c'est bien, que c'est faisable en un, que c'est une bonne idée et que ça va apporter quelque chose. Et puis le métier, avant de dire j'investis, il va peut-être dire bah oui, mais si j'investis, peut-être que les gens sont pas très efficaces aujourd'hui, mais votre robot il va me coûter tant, la solution Signavio va coûter tant. Bon an, mal an, peut-être que les gens qui travaillent pas super bien, c'est peut-être mieux. On va peut-être s'en sortir comme ça. Donc, on passe par une étape de simulation au préalable. Donc, dans Signavio, vous avez la possibilité de définir toutes vos ressources. Vous définissez vos temps, vos coûts, etc. Et puis, vous lancez l'exécution et vous voyez ce qui se passe. Donc, vous pouvez le faire sur le réel. Donc, ça, vous récupérez les données directement. Et puis après, vous le faites surtout sur l'objectif. Si vous vous dites, je vais robotiser telle partie, je connais le coût de mon robot, je sais la vitesse d'exécution, j'ai toutes les informations, je change mes paramètres, je relance ma simulation et il va me dire, voilà, maintenant j'ai une analyse complète de coûts. Alors je peux vous montrer comment ça marche, mais je ne sais pas si elle a été faite. On va regarder ça en live. J'ai une analyse complète de coûts qui est faite et qui me dit, en fait, si je mets en place un robot, je vais gagner temps. Donc, on reste encore très tôt dans la démarche, à se dire, je veux d'abord calculer mon ROI avant de me lancer dans la démarche. Parce que si on le fait à l'envers, comme on disait en introduction, je le lance, je vois si je gagne des sous, si ça ne marche pas, à ce moment-là, je ne fais rien. La plupart du temps, on finit tous déçus. Le vendeur de RPA, il sera déçu parce qu'il aura vendu un petit truc, un pilote, et puis ça fait pchit. Côté client, évidemment, on sera déçu parce qu'on n'aura pas le ROI. Enfin, et puis s'il y a un consultant au milieu, il ne sera pas plus content que les autres. Alors, pour illustrer mon issue to resolution, je pense qu'il est ici. On va essayer celui-ci. Ouais, je pense que c'est ça. Edit et simulation. Donc la simulation, c'est une étape que j'aime beaucoup parce que c'est cette étape justement qui est très axée retour sur investissement. Vous voyez, on va définir ses ressources et les coûts, les durées dans chaque étape. Alors, je vous passe le détail. Les ressources, elles peuvent être définies de manière très fine. Tout le monde ne travaille pas de 9h à 17h sur la même chose. Donc, il peut y avoir des évolutions, des créneaux horaires de travail, etc. Bref, c'est très paramétrable tout ça. Et puis, quand on lance l'exécution, vous voyez qu'ici, j'ai quelques données de coûts et de durée. Donc là, j'ai lancé ma simulation. Alors, je vois que j'ai mis trop de charges. Ici, typiquement, mon Network Connection Test, là, quand je vois des bulles ici, c'est pas bon. Ça veut dire que, vu les ressources que j'ai pas la capacité d'avaler toutes les charges qui m'ont été lancées au départ.
Donc soit je mets plus de ressources, soit je diminue les charges en entrée, mais là je sais que j'ai pas assez de capacité, je suis débordé. Donc à la fin de la semaine, j'ai pas pu gérer toutes mes demandes, toutes mes network tests. Et ici derrière, donc on a refait le même exercice en remplaçant ça par un robot. On a vu les gains en termes évidemment de coût et de durée. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble, s'il veut bien se réveiller, les rapports qui sont fournis. Typiquement, bah voilà. Alors c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas à quoi ça ressemble sur l'écran. Tac. Vous voyez, il me dit tout de suite, là où j'ai les coûts importants, à quelles étapes j'ai les coûts importants. Bah, je retrouve encore mon network test. Apparemment, c'est quelque chose qui revenait très souvent, les tests réseau. Donc le fait de l'automatiser, on a gagné énormément. Donc bon, j'ai mes camemberts sur voilà, les coûts, les durées. Vous avez compris le principe. Et donc on fait le avant-après, ce qui nous permet du coup d'avoir une bonne visibilité sur ce qu'on va gagner dans l'opération. Voilà en gros pour la démarche et l'intérêt de démarrer un projet de RPA par le process et surtout par le process mining qui lui va vous dire parmi les critères qui ont été évalués sur le terrain, on voit qu'effectivement il y a telle volumétrie, on voit qu'effectivement il y a telle variabilité, etc. sur telle et telle tâche. Donc c'est factuel, on va faire cette présélection d'activités qui sont en théorie de bons candidats et qui, croisées avec l'expertise métier, qui n'est pas optionnelle, va vous permettre d'établir une stratégie de déploiement RPA dès le départ basée sur le ROI. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez des questions. Ce serait sympa d'avoir des questions. Oui, alors il faut... Je passe le micro directement. Je ne l'ai pas désinfecté. Je vous le laisse à la main. J'avais une question sur le process mining. Dans la pratique, quelles sont les différentes étapes de ce process mining? Est-ce que... Bon, Oui, bonne question. Alors le process mining en lui-même, les différentes étapes, l'étape 1, ça va être... Alors, il ne faut pas que je me rapproche trop des baffes parce que sinon ça va faire un joli cri. L'étape 1, on essaye au maximum d'avoir une visibilité, même simplifiée, où on va dire très macro du processus tel qu'il devrait s'exécuter aujourd'hui. Alors on va voir les gens du métier, on leur dit décrivez-nous très simplement, ou ils le font eux-mêmes. Alors je pourrais vous montrer un truc assez sympa qui s'appelle le Quick Model. Chez nous, où on a créé une feuille Excel, vous mettez vos activités, vous dites voilà qui fait quoi, donc vous savez très bien décrire ce que vous faites, et puis vous créez une première version du processus. On n'a pas besoin de grand-chose, mais au moins pour créer, vous savez, le fond de process théorique sur lequel on va calquer ensuite le process mining. Alors le process mining lui-même, je le mets en étape 2, mais j'ai bien conscience que c'était votre question au départ. Lui, il a besoin de données. Donc une fois qu'on a mappé le process, on l'a cartographié, il y a un consultant, soit de chez nous, chez un partenaire, qui lui a l'expérience de faire le lien entre un process théorique et des données dans des systèmes d'information. On travaille beaucoup avec des ERP, par exemple. SAP, c'est le système sur lequel on travaille le plus, mais Salesforce aussi, ServiceNow, des systèmes dans lesquels on sait vite localiser des données, ou même des systèmes custom. En fait, nous, on a besoin de logs. Dès que vous faites une action, vous savez qu'un tel a fait ça à telle heure, boum, nous, on le transforme en activité. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller chercher les données dans les systèmes. Ça peut être très rapide, ça peut prendre un peu de temps suivant les systèmes. Et s'il y en a plusieurs qui suivent, parce que si on veut travailler sur un process un peu long, il y a du CRM, de l'ERP, du ServiceNow, un peu de tout, à ce moment-là, il va falloir aller chercher des données un peu partout, faire le lien, et on le retransforme en processus. Donc nous, une fois on finit avec un CSV, au final, avec des timestamps comme ça, et des métadonnées. Et plus on a d'informations, évidemment, plus c'est intéressant. Si on veut travailler sur un traitement de facture, c'est bien d'avoir les montants, c'est bien d'avoir le nom des clients ou des fournisseurs, c'est bien d'avoir... Plus il y a d'infos, et après, plus on va pouvoir les faire parler. Une fois qu'on a ça, après, immédiatement, on a
le processus qui apparaît. Alors, on pourrait partir de la donnée dès le départ et on a ça, on sait faire du reverse engineering qui va, depuis la donnée, recréer une première version de processus. Par contre, il va manquer de logique métier, donc on aura quand même besoin d'un humain et de la connaissance métier. Parce que si vous avez une fourchette, par exemple, le système, il va voir que de temps en temps, une facture va passer par là, de temps en temps, elle va passer par là. Donc, il va voir une fourchette, un Y, mais il ne saura pas pourquoi d'un côté, un jour je vais là et un jour je vais là. Et c'est l'expertise qui va vous dire, bah oui, il y a un seuil financier au-delà duquel il y a telle validation et en dessous duquel ça passe en direct, par exemple. Donc, il faut qu'on travaille avec le métier pour le faire, mais j'ai un client chez qui on a fait le processus achat comme ça en 2 heures. Alors, il faut dire que c'était quelque chose d'important parce qu'ils avaient une amende importante pour retard de paiement chronique. Du coup, on avait le DAF, le CFO, on avait tout le monde dans la salle. Et en 2 heures, ça se chamaillait un peu parce que les gens n'étaient pas d'accord sur les étapes. Et finalement, on arrive très vite à trouver les étapes. Et s'il en manque, ce n'est pas grave parce que le process mining, comme je vous disais tout à l'heure, il va vous remonter des tâches qu'on aurait oubliées, par exemple. Donc même si vous en oubliez plein, c'est pas grave. Au moins une trame, c'est déjà pas mal. Et là, après, vous voyez le type d'analyse qu'on peut faire, c'est extrêmement riche. Donc là où on aura, j'ai envie de dire, beaucoup de pertinence et beaucoup de retour sur investissement, c'est quand il y a beaucoup de variabilité. C'est-à-dire, si je puis utiliser le terme, quand c'est un bazar monstrueux, là, c'est formidable parce qu'il y a de quoi optimiser. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes questions comme celle-ci ou pas? Bon, je pense qu'il est 45, à la minute près, c'est pas mal. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Merci. Et je précise que nous avons un stand, si vous voulez en savoir plus. On est E310, donc un peu plus loin là-bas, sur la droite, où il nous reste quelques carambars et des stylos qu'on nous pique assez souvent. Voilà, merci. Bonne fin de journée.